Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire intitulé Azure, les questions et les bonnes pratiques avant de se lancer, organisé par Eniservice et animé par notre formateur expert Bertrand Guaper. Donc pour ma part, je m'appelle Marine Tous et je suis donc responsable planning et partenariat extérieur chez Eniservice. Donc chez Eniservice est un centre de formation informatique avec 600 formations à son catalogue orientées technique, PAO et bureautique. Et on fait partie du groupe ENI qui comprend une école, un centre de formation et la maison d'édition. En ce qui concerne le webinaire, ça va se dérouler en 2 temps. Donc environ 30 minutes d'intervention du formateur, puis un temps de questions-réponses. Et tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions dans la petite fenêtre de chat et Bertrand y répondra après son intervention. En tout cas, merci pour votre présence et bon webinaire. Bertrand, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc Bertrand Guaper, moi je suis formateur à Eniservice depuis une dizaine d'années. C'est vrai avec une forte orientation microsoftienne sur tout ce qui est Windows Server client, mais surtout depuis quelques années sur Azure. Et c'est vrai que c'est dans ce contexte que j'ai trouvé intéressant d'animer avec Marine ce webinaire autour de cette thématique des bonnes pratiques avant de se lancer. Alors, c'est pas pour vous inciter, mais écoutez bien puisque je vais délivrer des informations et à la fin, du webinaire, il y aura une question et vous pourrez gagner, enfin l'un d'entre vous pourra gagner donc le dernier ouvrage de Philippe Payola sur Microsoft Azure que vous voyez à l'écran, qui est un ouvrage complet, exhaustif et intéressant sur le sujet. Alors, écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors, ici, voilà le sommaire. L'approche, c'était quoi? C'est qu'en fait, on peut très bien parler d'Azure et de services dans Azure spécifiques. Mais finalement, Azure, c'est une carte bleue et un compte Microsoft, et puis on peut y aller. Sauf que dans un contexte d'entreprise, c'est vrai que ça peut des fois générer des débordements. Et puis surtout, on peut se rendre compte après coup que finalement, des choses ont été faites qu'on voudrait remanier, et c'est parfois plus compliqué de remanier après coup que d'avoir pris des bonnes dispositions au départ. Donc voilà, c'était ça l'angle d'attaque, je dirais. Donc à ce titre, avant donc de se lancer dans Azure, les éléments qui vont être importants, donc on va évoquer donc la notion effectivement d'abonnement, de groupe d'administration, d'organisation, de droit, de stratégie, c'est-à-dire tous ces éléments qui peuvent être mis en place en amont avant de donner accès, je dirais, à la plateforme à son personnel, enfin à toute personne de son entreprise désireux de se lancer. Alors, on va démarrer donc tout de suite avec les abonnements. Alors, le choix des abonnements, effectivement, c'est parce que dans Azure, de toute façon, sans abonnement, on ne peut rien faire. On ne peut pas créer de ressources. Même une ressource gratuite dans Azure, et il y en a, ne peut pas être créée si elle n'est pas liée à un abonnement. Voilà. Donc, c'est la première question à se poser. J'ai besoin d'un abonnement. Alors, évidemment, de quel type ? Alors, de quel type? Voilà, évidemment, ça peut dépendre de votre contexte, puisque celui qu'on va connaître facilement, le pay-as-you-go, c'est celui qui permet d'avoir une carte, effectivement, comme je dis souvent, une carte bleue, et puis finalement, une facturation mensuelle au fur et à mesure de la création de ces ressources. Après, bien sûr, vous en avez d'autres. Vous pouvez avoir un accord d'entreprise avec Microsoft. Vous avez ce qu'on appelle des CSP, des Cloud Service Providers, qui peuvent vous servir d'intermédiaire. Le compte gratuit, c'est juste pour des tests. Le sponsorisé, parfois, quand on est partenaire Microsoft met à disposition des abonnements avec certains montants qui permettent comme ça d'utiliser et de commencer à créer des ressources. Donc la première question, ça va être voilà, qu'est-ce que je choisis comme type d'abonnement? Et puis ensuite, combien? Alors pourquoi combien? Parce qu'effectivement, on ne va pas forcément avoir pour vocation de partir avec un seul abonnement dans lequel il y aurait tout. Je vous ai mis un exemple ici qui peut être intéressant de réflexion à avoir, qui va être de dire peut-être que je vais envisager un
un abonnement qui sera lié vraiment à ma production quand je la mettrai en place. À côté de ça, un abonnement justement plutôt pour des notions de test. Alors, il faut savoir que par exemple, Microsoft met à disposition des abonnements DevTest qui sont moins chers et qui justement ont pour vocation de faire comment dire, ces environnements-là. Faut pas hésiter non plus à avoir pourquoi pas plusieurs abonnements parce qu'en réalité, voilà, on sait qu'un abonnement est toujours lié à un Azure AD, ce qu'on appelle un tenante, mais dans un Azure AD, on peut avoir plusieurs abonnements. On n'a pas de limite, donc ça peut être intéressant. Parce que effectivement, un abonnement, c'est aussi une limite de facturation. Donc ça veut dire que on peut tout à fait vouloir avoir une facturation indépendante et maîtrisée entre un environnement de test et un environnement de prod. Et puis vous avez même là les notions de sandbox qui sont finalement là aussi des abonnements comment dire, de dev test, mais qui auront pour vocation, pourquoi pas, là, de carrément tester des nouvelles fonctionnalités ou ce genre de choses. Donc voilà, donc cette première réflexion sur le fait qu'il faut avoir comment dire, pensé en amont à un certain nombre d'abonnements et leur organisation. Très bien. Effectivement, Bertrand, avoir plusieurs abonnements peut être intéressant, mais est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer? Oui, c'est vrai qu'effectivement, tu as raison Marine, enfin le fait est que si on se retrouve avec plusieurs abonnements, ça peut devenir d'un seul coup un peu compliqué à organiser. Dans Azure, souvent on a ce qu'on appelle une vue à plat, il n'y a pas forcément de sous-groupe. Et puis il y a cette notion d'étendue dans Azure qu'on peut tout de suite évoquer, c'est-à-dire que dans une organisation, on va avoir ici par exemple ces abonnements dans laquelle, on va en reparler après, une organisation avec des groupes de ressources et des ressources. Et c'est vrai que si on a plusieurs abonnements, ça peut s'avérer un peu plus compliqué. Donc, on a quelque chose dans Azure qui est intéressant qui s'appelle les groupes d'administration. Et les groupes d'administration, ça permet de mettre un niveau supérieur. Et grâce à ce niveau supérieur, on va pouvoir, comme on le voit ici, organiser des abonnements. Alors après, bien sûr, chacun fera en fonction de ses besoins, de son organisation. Mais ce qui est intéressant dans cette logique, c'est que, on va le voir puisque ça fait partie du sommaire, on va pouvoir positionner des stratégies, par exemple, des blueprints, des choses comme ça. Et ces éléments-là, pour prendre l'exemple d'une stratégie, eh bien, peut s'appliquer aussi bien à ce niveau-là qu'à ce niveau-là, qu'au niveau des groupes d'administration. Donc, au-delà du nombre d'abonnements dont on peut avoir besoin, c'est vrai que si on pense qu'il est nécessaire d'en avoir beaucoup, eh bien, je dirais que les groupes d'administration vont permettre cette organisation beaucoup plus intéressante et beaucoup plus organisée. Donc, c'est pas mal. Alors, ici, pour continuer dans cette logique d'organisation, on a nos abonnements, on a nos groupes d'administration, donc finalement, on va pouvoir commencer à créer des ressources dans Azure. Sauf qu'effectivement, commencer à créer des ressources dans Azure, là aussi, il y a peut-être une réflexion à avoir. Alors, ça peut peut-être se faire après sous forme de bonnes pratiques dans l'entreprise avec un petit fascicule, quelque chose qui peut être diffusé, mais qui va permettre ici d'avoir une réflexion sur justement, par exemple, la création de ce qu'on appelle les groupes de ressources. Alors, les groupes de ressources, c'est l'élément d'organisation dans lequel on va pouvoir positionner des ressources. Alors, je le rappelle, une ressource dans Azure, c'est n'importe quoi, hein. C'est un réseau, c'est une carte réseau, c'est une base de données, c'est un compte de stockage, voilà. Ça, c'est une ressource. Et ces ressources, en fait, sont organisées dans des groupes de ressources. Il faut bien comprendre que du coup, là aussi, en amont, c'est intéressant d'avoir une réflexion sur comment les ressources vont être organisées, parce que même si c'est possible, c'est vrai que déplacer après coup va être un petit peu embêtant. De plus, les groupes de ressources, en termes d'étendue dans Azure, ont quand même l'avantage, comment dire, d'être des éléments sur lesquels on va pouvoir positionner, comme on le dit ici, justement des droits d'accès, faire là aussi une frontière de facturation. Alors, frontière de facturation au sens où on peut cibler le coût lié à un groupe de ressources.
Et puis, on peut appliquer des stratégies. Alors, il n'y a pas forcément je dirais, de modèle idéal. Ici, je vous en présente quelques-uns qui peuvent être des pistes de réflexion. Alors ici, ça peut être un groupe de ressources, des groupes de ressources qui vont être liés aux ressources elles-mêmes. Alors, on aura tous les réseaux d'un côté, toutes les machines, toutes les bases de données. Ce n'est pas forcément le meilleur modèle, mais il est possible, on peut l'envisager comme ça. On peut l'avoir, comment dire, par environnement. Pourquoi pas, environnement de production, environnement de dev, etc. Et là, dans ce cas-là, les ressources vont être différenciées, mais liées par cet environnement. Ça peut être, pourquoi pas, par service, finance, marketing, ressources humaines, en fonction là aussi de ces objectifs. Et puis, pourquoi pas, un mix. On peut tout à fait ici avoir un mix des deux, qui va être à la fois du dev marketing, de la prod marketing, etc. Ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que dans la réflexion justement qu'on a, j'évoquais la notion de droit d'accès, de facturation, de stratégie, ça peut être aussi la notion de cycle de vie. Alors, la notion de cycle de vie, c'est quoi l'intérêt? C'est que si je prends par exemple une machine virtuelle qui va être composée d'éléments de type une carte réseau, un disque, une adresse publique, etc., je pourrais disséminer finalement ces éléments dans différents groupes de ressources. Mais finalement, si je regroupe tous ces éléments qui ont en commun la machine virtuelle et qui sont dans le même groupe de ressources, eh bien, si je décidais de faire une suppression de ce groupe de ressources, seraient supprimés tous les éléments qui finalement, on peut considérer, ont le même cycle de vie puisqu'ils appartiennent finalement à cet élément commun. De la même façon, on peut imaginer comment dire, un cycle de vie qui correspondrait par exemple à une appli web dans lequel il y aurait l'appli, les bases de données, et finalement en supprimant le groupe de ressources, on supprime tout ce qui concerne cette appli-là. Voilà, il n'y a pas de modèle idéal, mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette réflexion en amont, puisque un groupe de ressources, par exemple, on ne peut pas le renommer non plus. Donc forcément, si on n'a pas prévu ce genre de choses en amont, ça peut tout de suite être plus compliqué. Et au-delà de la notion d'organisation des ressources, est-ce que ce ne serait pas judicieux d'avoir une réflexion sur des conventions de nommage? Oui, ben, c'est exactement le lien effectivement qu'on a par rapport à la notion de groupe de ressources. C'est qu'autant effectivement on peut réfléchir à une organisation des groupes de ressources et du coup à une convention de nommage. Donc vous aurez vu d'ailleurs dans la slide précédente que un groupe de ressources avait en fait un tiret RG pour le définir. De la même façon, quand vous allez créer des ressources, il va falloir penser à cette réflexion. Parce que là aussi, vous ne pourrez pas renommer vos ressources une fois qu'elles seront créées. Et donc, ça peut être embêtant d'être obligé de les supprimer pour les recréer, surtout si elles ont des dépendances. Alors là aussi, chacun verra sa convention de nommage. Ici, on est juste sur un exemple. Alors là, pour une ressource, ici, on pourrait avoir une convention de nommage qui pourrait être donc la notion de type de ressource. Donc ici, par exemple, une IP publique, le contexte d'application pour lequel elle est dédiée, donc ici un SharePoint, est-ce que c'est de la prod, du test, etc. La région, puisque effectivement une ressource Azure va toujours être positionnée, sauf exception, en lien avec une région. Et puis voilà, pourquoi pas le numéro d'instance si on en a plusieurs. Alors ça, c'est un exemple. Concernant les règles de nommage, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, certaines ressources particulièrement, alors ça va être effectivement des ressources PaaS plutôt liées à des noms DNS où là, le nom devra être unique au niveau de tout Azure. Si on revient sur des ressources plus classiques, comme par exemple des cartes réseau, des cartes réseau, des machines virtuelles, etc., ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous voyez, vous avez un groupe de ressources et en général, si vous créez par exemple un réseau, eh bien ce réseau devra avoir un nom unique, mais dans le contexte du groupe de ressources. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait avoir deux réseaux qui ont le même nom, VNet 1 par exemple. S'ils ne sont pas dans le même groupe de ressources, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est évidemment un élément important. Et puis parfois,
vous avez la notion de nommage liée à la notion de parent. Alors, ici, pour reprendre l'exemple des réseaux, quand vous créez un réseau dans Azure, il va être associé à des sous-réseaux. Eh bien, chaque sous-réseau dans le même réseau devrait avoir un nom unique. Mais pour autant, si vous voulez utiliser le même nom de sous-réseau dans un autre réseau, même dans le même groupe de ressources, vous pouvez. Donc, voilà. Une fois que vous vous êtes conformé à ces quelques règles, à vous de définir une règle de nommage, sachant qu'après, au-delà de ça, au niveau des éléments, c'est vrai que c'est ce que j'ai mis à droite. Une ressource ne peut appartenir qu'à un seul groupe de ressources, que vous ne pourrez pas la renommer, ce qui est donc un petit peu embêtant. Et puis après, c'est vrai que la réflexion, elle a aussi de l'intérêt dans la mesure où on peut toujours, dans Azure, déplacer des ressources d'un groupe de ressources vers un autre. Mais disons que peut y avoir des dépendances, etc. Il doit y avoir un système de validation. Et ce sera toujours un petit peu plus compliqué après qu'avant. Et puis au-delà de la notion de déplacement de groupe dans un groupe de ressources vers un autre, Microsoft a sorti une nouvelle fonctionnalité récemment qui s'appelle l'Azure Resource Mover et qui permet également de déplacer des ressources d'une région vers l'autre. C'est nouveau et c'est assez intéressant. Donc, comment dire, là, on a vu un petit peu des réflexions autour des ressources, des groupes de ressources. Une autre réflexion qu'il y a à avoir quand on démarre dans Azure, comme dans n'importe quel type d'infra, c'est la notion de droit. Là aussi, il faudra toujours se poser la question, à qui je vais donner des droits, pour faire quoi parce qu'effectivement, autrement, vous pouvez vous retrouver avec une infra dans laquelle tout le monde a des droits, ou ça s'est fait un peu comme ça. Voilà. Bon. Bref, pour comment dire, repositionner un tout petit peu cette notion de droit, il y a une réflexion, puisqu'effectivement, là aussi, il y a une appréhension à avoir de ces rôles qui n'est pas forcément toujours très intuitive de base. Ce petit dessin, ce petit schéma a l'avantage d'être assez intéressant, puisqu'il permet de comprendre que donc des ressources Azure sont toujours créées à travers un abonnement, et cet abonnement, en fait, va être toujours lié à un tenante Azure AD. Voilà. Pour autant, il y a une séparation entre les deux choses, puisque quand on parle d'Azure AD, qu'effectivement beaucoup vont peut-être connaître mieux à travers Office 365, vous avez des notions de droit qui sont positionnées pour les rôles Azure, ce qu'on appelle les rôles Azure AD. Donc, vous connaissez le Global Administrateur, donc l'administrateur général, l'administrateur d'application. Tout ça, ce sont des droits qui sont liés aux tenantes Azure AD, donc qui en soi n'ont pas forcément au départ de lien avec Azure lui-même et les ressources Azure. Mais en même temps, c'est parce que quelqu'un sera un utilisateur de cette Azure AD qu'il pourra, grâce à une personne ayant des droits, pouvoir récupérer des droits via un abonnement Azure sur des ressources Azure. Alors, pour faire simple, hein, après, je vous encourage à aller plus loin, par exemple en suivant la formation AZ104, mais ici, l'idée, c'est qu'il faut comprendre simplement, pour faire simple, que vous avez des droits à gérer au niveau de l'Azure AD, vous aurez des droits au niveau des ressources Azure à gérer. Ces droits, alors, il y avait anciennement ce qu'on appelait les administrateurs de services et les co-administrateurs. Microsoft préconise aujourd'hui de moins les utiliser, de plutôt s'orienter vers ces droits-là. Alors, vous avez des droits de base qui sont les droits de propriétaire, contributeur et lecteur. Donc, pour faire là aussi simple, propriétaire, c'est quelqu'un qui a du contrôle total, pour faire un parallèle avec des permissions NTFS, comme vous pouvez les connaître. Quelqu'un qui a un droit de contributeur va être quelqu'un qui aura un droit de modification, donc il pourra tout faire sauf modifier les droits. Et puis, vous avez le droit de lecture qui va permettre de visualiser sans modifier. Et vous avez ensuite tout un ensemble, qui n'est pas présenté ici, mais qui existe, de rôles personnalisés. Il y en a beaucoup qui existent déjà de base dans Azure. Ces rôles personnalisés permettent de cibler des droits par rapport à des ressources. Avant de rentrer dans ce genre de niveau de détail, il y a quand même une réflexion à avoir, et donc que vous pourrez avoir qui va être, par rapport justement aux ressources que je souhaite qui puissent être créées dans Azure, qui aura le droit de le faire. Donc, on prenait l'exemple d'un groupe de ressources. Ben voilà, vous avez un groupe de ressources dev test. Est-ce que ça peut être tous les développeurs qui auraient droit de faire des modifications dans ce groupe de ressources?
Pour autant, vous pouvez aussi avoir décidé de faire par service marketing. Donc, si vous faites dans le service marketing, peut-être que certains auront donc le droit de créer des ressources, peut-être que d'autres, parce qu'il y aura un intérêt, devront avoir peut-être simplement un rôle de lecture seule. Donc là aussi, réflexion en amont, je dirais avant de se lancer, sachant que, pour reprendre un petit peu ce qui est écrit ici, donc Airbag est un modèle additif. Alors, modèle additif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, vous pouvez positionner des droits au niveau d'un abonnement, et ensuite vous avez justement ce système d'héritage qui fait que des droits positionnés ici vont descendre par héritage sur ces, sur ces entités qui sont les groupes de ressources et les ressources. Le modèle additif, c'est juste de bien comprendre que si quelqu'un a par exemple un droit de contributeur sur un abonnement, si vous lui mettez un droit de lecture sur la ressource, ça n'aura pas d'effet. D'accord, hein? On a les droits que l'on cumule. Donc, quelqu'un qui a un droit de lecture ici et un droit de contrôle total ici, en fait, il aura le droit de contrôle total partout. Voilà. C'est un petit détail, mais enfin, ça peut avoir son importance. Donc, vous aurez ici à réfléchir effectivement au rôle lié aux ressources Azure. L'administrateur de compte, lui, c'est en fait la personne qui aura le droit de gérer l'abonnement. Donc, c'est un peu, ça peut être le comptable. Personne d'ailleurs qui, si elle a le droit de gérer l'abonnement, peut-être n'aura pas vocation à gérer des ressources. Hein, c'est différencie entre celui qui gère les sous et celui qui les consomme. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un rôle, c'est un petit peu le super administrateur, on peut dire ça comme ça. En réalité, ce rôle-là, il est important, c'est que pour pouvoir basculer sur cette gestion de droit, il faut que quelqu'un, en fait, qui soit administrateur général de l'Azure AD, récupère ce qu'on appelle un droit d'administrateur élevé qui lui permettra ensuite de venir positionner des droits ici. Donc, on a en fait voilà, ce rôle intermédiaire qui là vraiment est la personne, je dirais, qui aura le compte le plus sensible parce que c'est elle qui fera le lien entre les deux gestions. Alors voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est en train de parler d'autorisation. Alors, évidemment, quelqu'un qui n'a pas de droit, en réalité, n'a pas d'accès, mais il n'y a pas vraiment de ce qu'on appelle des modèles de refus, hein, comme on peut les connaître classiquement en NTFS. Et puis, pour faire de la protection, il y a un petit élément qui est intéressant dans Azure, qui sont les verrous. Donc, ce n'est pas de la gestion de droit au sens strict, mais les verrous, ça permet de bloquer par exemple en lecture seule ou de bloquer la suppression d'éléments, ce qui parfois peut éviter des catastrophes, puisque dans Azure, il faut bien le savoir, sauf à quelques exceptions près, il n'y a pas de corbeille. Donc ce qui est supprimé n'est pas récupérable. Bon, voilà, donc voilà une présentation un petit peu sommaire des droits. Il y a à travailler dessus, mais c'est intéressant avant de se lancer. Donc là, si j'ai bien compris, on a vu qui avait le droit de créer des ressources. Mais par exemple, si je souhaite que mes ressources restent en France, comment je peux faire? Oui, c'est en fait la différence, c'est qu'il y a d'un côté, alors oui, effectivement, ça va être les stratégies, c'est-à-dire que autant d'un côté, on a les droits que l'on peut donner sur le fait de créer des ressources, mais après, ces ressources, ça peut être voilà, quelqu'un qui dit oh, mais je vais faire des machines virtuelles aux États-Unis d'une taille énorme qui vont coûter 10 000 $ par mois. Voilà. Donc c'est vrai que là aussi, il y a une réflexion en amont à avoir qui va être la notion de stratégie. La notion de stratégie, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a positionné tout ça, je dirais, les gens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, les limitations seront posées en amont. Donc les stratégies, le principe, c'est quoi? C'est justement de ne pas dire qui a le droit, mais la personne qui a les droits, que peut-elle faire? Alors, un exemple classique, mais c'est exactement ça, c'est de dire, moi, je ne souhaite pas que les personnes qui utilisent le tenant Azure de mon entreprise puissent créer des ressources ailleurs qu'en France. Je ne souhaite pas qu'elle puisse créer des machines virtuelles de n'importe quelle taille. Ça peut être aussi, je souhaite que si quelqu'un déploie du SQL Server, eh bien, ce sera une version, telle version minimale. Pardon. Donc, les stratégies, c'est leur but. Elles peuvent s'appliquer justement, c'est ça qui est intéressant, au niveau groupe d'administration, abonnement, groupe de ressources. Alors, une définition de stratégie, c'est ça. C'est de dire, par exemple, je n'autorise qu'un emplacement. Je n'autorise que ces tailles de VM. Donc,
une stratégie va être composée donc de ce qu'on appelle de définition de stratégie. Et puis, ma foi, si on a défini une stratégie donc, qui regroupe un certain nombre de définitions, mais que finalement, on voudrait avoir encore un niveau supérieur de gestion de ces stratégies en disant je voudrais finalement regrouper plusieurs stratégies ayant des mêmes définitions, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle des initiatives. Donc, des initiatives vont permettre de regrouper comme ça plusieurs stratégies, elles-mêmes composées de définitions qui vont être appliquées à des ressources. Donc, une fois qu'on a défini quelques stratégies et qu'on les a positionnées, eh bien, on va pouvoir soit faire de l'audit, ce n'est pas forcément bloquant, on a le choix. Donc, soit on fait de l'audit de conformité, soit on fait par contre effectivement du blocage. Et dans ce cas-là, on va s'autoriser à contrôler quand même ce qui peut être fait dans le tenante et dans les abonnements Azure. Et effectivement, par expérience, je peux vous dire que des fois, il y a eu des surprises, pas volontaires, hein, mais de personnes ayant décidé de créer des ressources sans avoir conscience, peut-être même ne serait-ce que des coûts. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, le fait d'avoir cette réflexion sur les stratégies est intéressante, mais en réalité, vous pouvez même aller encore au-delà, puisque vous avez quelque chose qui est resté alors assez longtemps en preview, mais qui maintenant est déployé en disponibilité générale, ce sont les blueprints. Alors, les blueprints, c'est encore un modèle au-dessus. En fait, on va faire une modélisation globale pour avoir des normes, une conformité, des obligations d'entreprise. Donc, en fait, un blueprint, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être composé de ce qu'on appelle des artefacts. Et en fait, ces artefacts, ça va être, alors par exemple, des rôles airbags. Donc, les rôles airbags, c'est justement contributeurs, lecteurs, propriétaires au niveau des ressources Azure. Les stratégies qu'on vient d'évoquer. Alors, ce qu'on appelle des modèles Azure RM, ce sont des modèles de déploiement. Donc, on peut en avoir pour tout type de ressources. Ça peut être aussi des groupes de ressources. Alors, comment tout ça, ça va s'organiser? Eh bien, l'idée, c'est qu'on crée un blueprint dans lequel on va dire, moi, de toute façon, à partir du moment où je vais créer un abonnement, où cet abonnement va être utilisé par un certain nombre de personnes dans mon entreprise, eh bien, quoi qu'il advienne, je veux qu'il y ait un respect de conformité qui soit, eh bien, par exemple, il y aura toujours ces groupes de ressources qui existeront. Il y aura, par exemple, toujours un compte de stockage qui existera et qui aura ce nom-là. J'appliquerai ces stratégies, justement, d'emplacement, etc. Et puis, peut-être certaines personnes, quel que soit l'abonnement, ou en tout cas pour cet abonnement-là, ces personnes auront d'entrée de jeu ces droits-là. En fait, voilà, c'est un petit peu tout ce que je viens de définir. Et une fois qu'on a défini tout ça, on le met donc dans un blueprint, et ce blueprint, eh bien, on va l'appliquer là aussi au niveau, d'un groupe d'administration, ou pourquoi pas d'un abonnement. Et donc, ça va permettre de garder cette conformité. Alors, pour vous dire, il y a par exemple sur Internet, vous pouvez trouver des modèles de blueprint. Je sais que, par exemple, le gouvernement canadien en a mis à disposition. Des banques ont défini des modèles blueprint pour Azure, justement, pour des respects de conformité et les ont mis à disposition. Donc, ça veut dire que vous pouvez même récupérer des modèles dont vous inspirer pour là carrément établir des ensembles de blueprints que vous pouvez appliquer, que vous permettent vraiment d'avoir ce respect complet des conformités, quoi. Donc ici, pour faire un résumé, vous voyez qu'il y a deux choses, c'est que il y a le fait d'être dans Azure, de commencer à créer des ressources. Et là, il y aura aussi une réflexion à avoir après coup sur comment je crée mes ressources, comment je les organise entre elles, quelle base de données accède à quel réseau, comment. Là, on est sur de l'infra. Mais bien au-delà de ça et en amont, c'est vrai que je trouvais intéressant de rappeler que voilà, c'est intéressant d'aller tester Azure, de voir les possibilités que ça offre. Mais dans un contexte d'entreprise, c'est bien d'avoir quelqu'un ou de s'être penché sur tout ce qui va concerner justement cette notion de facturation, de droit, de conformité et ou de souveraineté
comment dire, avant de se lancer et puis de pouvoir permettre finalement à ces utilisateurs d'y aller sans appréhension et sans contrainte pour personne. Donc, donc voilà un peu un petit peu cette présentation, rapide certes, mais qui aura pour vocation de vous donner déjà un premier aperçu de ces informations pour Azure. Donc Marine, d'ailleurs, je te laisse peut-être prendre le relais. Oui, bien sûr. D'abord, merci Bertrand pour cette intervention très riche. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous recommandons de vous inscrire du coup à la formation Microsoft Azure Administration. Vous bénéficiez de 10% de remise à la prochaine session du 22 mars. Je vais vous partager le lien dans le chat. Et donc maintenant, on va passer aux questions. Mais avant toute chose, je vais laisser Bertrand vous poser la question qui vous permettra peut-être de gagner l'exemplaire du livre Azure, gérer votre système d'information dans le cloud. Oui, tout à fait. Donc d'ailleurs, juste avant de passer à la question, sur la formation, je tiens à préciser qu'effectivement, en une demi-heure, on ne peut que survoler rapidement tous ces éléments-là, mais dans la formation AZ104, vous retrouvez en réalité chacun des éléments que j'ai évoqués et bien sûr détaillés, mis en œuvre de façon beaucoup plus pointue. Donc, on va passer à la question. Alors, la question simple, j'avais évoqué donc au niveau des ressources, des groupes de ressources, le fait que Microsoft avait sorti une fonctionnalité récemment qui permettait maintenant de déplacer des ressources Azure, pas seulement d'un groupe de ressources vers un autre, mais aussi d'une région vers une autre. Et donc, voilà, je vous laisse répondre à cette question. Quel est ce service qui permet de déplacer des ressources d'une région vers une autre? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Et puis maintenant, écoutez, je suis disponible pour répondre à certaines questions si vous en avez. Voilà, vous pouvez répondre directement dans le chat et on sélectionnera une des bonnes réponses et on vous recontactera par email. Donc Marine, peut-être tu as des questions? Je ne sais pas. Ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que c'était clair, hein. Tant mieux. Alors, pour le moment, aucune question. D'accord. Oui, ce n'est pas un souci. Après, c'est une présentation. C'est vrai que les éléments présentés ne demandent pas une technicité en elle-même, mais plutôt une compréhension des usages. Donc si c'est le cas, c'est suffisant. J'ai beaucoup de bonnes réponses en tout cas. Ah tant mieux. Tant mieux. Oui, c'est vrai que dans Azure, il y a des fonctionnalités qui sont en preview régulièrement. Il y a même un portail dédié, le preview portal.azure.com. Il y a même le release candidate, le rc.portal.azure.com qui donne des fonctionnalités en preview et qui après sont mises en disponibilité générale. Et c'est vrai que celle-là est arrivée et elle peut s'avérer pratique, ne serait-ce que si justement des personnes ont créé des ressources dans une région, par exemple autre que la France, de pouvoir les rapatrier sans être obligé de tout casser et tout refaire. J'ai une remarque de Katia de Ruiter qui dit qu'il serait bien de parler de l'importance de se certifier après avoir fait un cours. Oui, alors les certifications, c'est vrai que la certification Microsoft, aujourd'hui, Microsoft effectivement insiste beaucoup sur les certifications. Donc la certification AZ104, qui est donc liée à cette formation, eh bien, alors il y en a beaucoup, hein, les certifications Azure. En tout cas, pour vous juste refaire, puisqu'on en parle, un petit topo sur les certifications. Donc, vous avez ce qu'on appelle la Z900, qui est la certification fondamentaux. Donc ça, c'est vraiment la vulgarisation et la connaissance de base d'Azure. Pas inintéressant au demeurant si on n'a jamais fait d'Azure, même avant de faire la Z104, parce qu'on s'approprie quelques notions et du vocabulaire. Donc la Z104, cours d'administration avec sa certification associée. Alors, de mémoire, quand on la passe aujourd'hui, comment dire, vous avez des questions et vous avez aussi des manipulations dans le portail. Alors, en tout cas, moi, quand je l'avais passé, c'était le cas. Donc, vous avez des manipulations dans le portail, ce qui veut dire que c'est bien justement de manipuler un peu avant d'y aller.
Donc, cours d'administration. Et puis ensuite, vous avez aujourd'hui les cours AZ 303 et 304, qui sont 2 cours d'architecture, donc qui eux-mêmes ont des certifications associées. L'AZ 303 va être une certification et un cours axé vraiment sur une présentation de l'ensemble des services Azure, infra, mais au sens très large. On va même parler un peu de base de données, etc. On ne redétaille pas vraiment chaque service, mais on en a une présentation très exhaustive. Et la Z304, par contre, qui est donc sur 4 jours comme formation, elle va être un cours d'architecture où on connaît les éléments et c'est comment on va les imbriquer ensemble dans des infras qui aujourd'hui ne sont plus tout à fait celles qu'on connaissait auparavant. Donc après, au niveau de la certification, oui, bien sûr, c'est vrai que c'est important. J'ai une autre question de David en pièce qui demande si tu aurais des exemples d'usage de Microsoft Azure et que lui, il voit déjà pour stocker un site internet, par exemple. Oh bah, il y en a, oui, il y en a pas mal. Alors c'est vrai qu'il y a un des gros usages d'Azure, c'est vrai que c'est les sites web. C'est vrai que c'est les sites web parce que en fait, donc Azure est sur un modèle où on peut faire donc du IaaS, du PaaS, et en particulier les sites web peuvent être en PaaS, donc faire ce qu'on appelle de la web app, des app services. On a aussi ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle les scale sets, qui sont des ensembles de machines identiques. Tout ça a pour vocation de faire du web avec en fait, alors les deux, entre autres les intérêts qu'il y a du web dans Azure, c'est comme Azure est basé sur une notion de région, et que ces régions, c'est des data centers répliqués partout dans le monde, et bien pour certains qui auraient vocation à avoir des clients susceptibles de se connecter sur une web app de partout, le fait d'avoir comme ça des régions et déployer ces applis web dans ces régions permet une proximité d'accès. De plus, il y a bien sûr ce qu'on appelle tout ce qui est l'autoscaling, c'est-à-dire les montées en charge. Dans Azure, le gros intérêt, c'est que vous avez, en fonction de critères de requêtes, de puissance, etc., la possibilité d'avoir des montées en charge supportées et très rapides qui font que, voilà, si vous avez des pics d'activité, des choses comme ça, il y a une capacité de montée en charge automatique et de descente, bien sûr, qui fait que des coûts vont s'ajuster en fonction de ce que vous utilisez. Donc, non seulement vous savez que vos services restent disponibles, il n'y a pas de surcharge, mais en plus, vous ne payez pas pour de la puissance non consommée, quoi. Donc voilà, donc effectivement, le web, alors ça peut être aussi, bien sûr, voilà, de la gestion aussi, de backup. Souvent, on a son backup chez soi et des services de ce qu'on appelle de backup et de récupération sont assez intéressants dans Azure et utilisés. Il y a plein d'usages. Ça peut être effectivement aussi les environnements Azure AD dans lesquels on va pouvoir faire des jonctions pour des PC qui seraient nomades, etc. Donc voilà, c'est pas très exhaustif, mais voilà des exemples qui sont beaucoup utilisés dans Azure. Oui. Ok. Une autre question de Check Tal qui a un abonnement Microsoft 365 E3 pour son entreprise et il pose la question à savoir si ça lui donne l'accès à Azure AD. Non, pas du tout. Et c'est là qu'il y a d'ailleurs une subtilité très particulière. C'est qu'effectivement, et moi-même, je me suis fait un peu piéger, c'est-à-dire que vous avez un abonnement Azure, vous avez des sous, et puis on vous donne une version d'évaluation Office 365, et elle tombe à échéance, et là, on vous dit, faut payer. Et je dis, oui, mais avec un abonnement Azure, j'ai des sous, et non. Donc, les facturations entre Azure et Office 365 sont séparées. Donc, est vraiment séparé. Et donc, ça veut dire que non, un abonnement Office 365 ne donne pas et ne permet pas la création de ressources dans Azure. Le seul lien que vous avez, c'est que certains abonnements Office 365 vont vous permettre d'avoir des fonctionnalités de type Azure AD Premium. Mais l'Azure AD Premium vous donne des fonctionnalités que dans votre contexte d'Azure AD. Donc, dès que vous voulez créer une ressource dans Azure, non, il vous faut un abonnement dédié Azure. Et voilà. Donc, il faut un abonnement dédié Azure. Et c'est cet abonnement qui vous permettra de créer des ressources. Donc, pas de lien du tout entre ces notions d'abonnement.
C'est une très bonne question. Alors, peut-être que cette question va être un peu du même style, mais donc il y a Roméo qui demande si c'est possible avec un abonnement free de déployer une application Java Web sur une web app Azure sans Ah, être pardon, avec un abonnement, j'ai pas entendu. avec un abonnement free. Ah oui, un abonnement gratuit, d'accord. Est-ce qu'on peut déployer une application web, c'est ça? Exactement. Ouais, alors oui, l'abonnement gratuit, en fait, Microsoft le propose. Alors, il vous donne un crédit. Alors, de mémoire, c'est 100 $ pendant un mois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en fait, vous pouvez utiliser ce crédit pendant un mois. Et une fois que ce mois est passé, vous pouvez toujours créer des ressources gratuites pendant un an. Et au bout d'un an, l'abonnement est supprimé. Donc, l'abonnement étant supprimé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, pour revenir à la question donc, de Roméo, les web apps étant des ressources Azure, on peut tout à fait créer une web app associée à un abonnement gratuit pour faire un test. On est vraiment sur de la ressource Azure. Alors, après, la seule problématique à laquelle il devra réfléchir, c'est quand on fait une web app, on doit choisir ce qu'on appelle un app service plan, c'est-à-dire en fait un hébergement. Et donc, alors, honnêtement, il y a des hébergements très très peu coûteux, surtout si c'est pour faire du test. Mais en gros, l'idée, c'est que vous devez choisir un app service plan qui va correspondre à un coût d'hébergement. Et donc, forcément, eh bien, ce coût d'hébergement, si à un moment donné, vous dépassez vos 100 $, en fait, si vous dépassez vos 100 $, en fait, vos ressources qui nécessitent cet argent seront désactivées. Voilà. Donc oui, on peut tout à fait déployer une appli web avec un abonnement gratuit. Ok. Une autre question de Romain Bourdois qui demande s'il est possible d'imposer une règle de nommage des ressources, techniquement. Alors, non, on ne peut pas imposer une règle de nommage. On peut pas imposer une règle de nommage parce que, en fait, quand on crée une ressource Azure, à partir du moment où quelqu'un a un droit, donc, on va dire, de contributeur, effectivement, au moment où il crée la ressource, il n'y a pas d'imposition. À la limite, il y a des choses qu'on peut faire, comme dire par exemple qu'il y a une ressource est créée, je veux la taguer, et ça c'est possible, mais dire j'impose un hommage, non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'effectivement, c'est pas mal de pouvoir, je dirais, faire ce que je disais, un petit fascicule, un petit règle de bonne pratique à destination de ceux qui seront amenés à créer les ressources Azure. C'est vrai que les stratégies ne permettent pas ça. Par contre, on peut, via un blueprint, créer par exemple des groupes de ressources avec des noms déjà dédiés. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas moyen de les supprimer. Très bien. Il y a Bruno Naudet qui nous demande si on a des formations ENI Azure à Niort. Et bien sûr qu'on peut en organiser à Niort parce qu'on a des locaux, de très beaux locaux sur la ville. Donc, pas de souci. Oui, tu le sais bien. Oui, bien sûr, pas de souci. Il y a des formations à Niort, Niort, Rennes, Nantes. Exactement. Pas de problème. Alors, une question de Yamna Yacine qui souhaite savoir comment on peut s'entraîner sur les différents services d'Azure pour les débutants. Alors, je dirais, alors il y a plusieurs choses. Alors, c'est vrai qu'il y a l'abonnement gratuit. L'abonnement gratuit, on est un peu obligé de passer par là puisqu'effectivement, on ne peut pas créer de ressources dans Azure si on n'a pas d'abonnement. Alors, je sais que cet abonnement gratuit, d'ailleurs, il vous demandera, je crois, quand même un numéro de carte bleue. Alors après, bon, pour autant, voilà, c'est juste parce qu'effectivement, si vous aviez des ressources qui coûtaient des sous et que vous dépassiez, peut-être que voilà. Ça pour dire qu'il faut faire attention. Non, donc pour répondre à la question, il faut un abonnement gratuit de base. Alors autrement, par exemple, si vous venez en formation AZ104 ou formation Azure, Microsoft met à disposition ce qu'on appelle des passes Azure. Donc les passes Azure, là aussi, c'est des passes qui, une fois activées, vous donnent 100 $ pendant un mois.
Donc voilà, donc non, vraiment les deux conseils que je peux donner, c'est soit créer un compte gratuit et puis commencer à utiliser des ressources. À une époque, Microsoft mettait à disposition des labs, et des labs qui permettaient de manipuler dans Azure, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit toujours le cas, ou en tout cas toujours lié aux abonnements. Non, la meilleure façon, oui, c'est l'abonnement gratuit. Ouais. Si autrement, il y a une petite astuce, enfin une astuce. Si autrement, vous avez une autre façon de faire, si vous avez une association, si cette association, donc vous avez ses statuts et son numéro d'enregistrement au journal officiel, vous pouvez vous enregistrer auprès d'un site qui s'appelle Solidatech. Et à partir du moment où vous êtes enregistré auprès de ce site, vous pouvez bénéficier auprès de Microsoft de ce qu'on appelle des services pour les organisations à but non lucratif. Et à titre d'information, pour une association, vous avez le droit à 3 500 $ dans Azure. Bon, alors évidemment, il faut une association, mais c'est intéressant. Alors, une autre question de Monsieur Nguyen, qui, en tant que société de service, voudrait proposer de l'infrastructure cloud Azure à ses différents clients. Et il demande en fait comment gérer l'administration facturation à ses clients. En fait, alors ça c'est intéressant, ça c'est quelque chose qui est évoqué dans le cours AZ104, ouais, c'est cette notion de mise à disposition. Donc, pour faire simple, on a ce qu'on appelle un tenant Azure AD. Donc, on a un Azure AD et donc il y a la notion d'abonnement. Un tenant Azure AD, en fait, c'est un environnement dans lequel on peut également créer des ressources Azure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons, je vais essayer de faire, imaginons j'ai un Azure AD eni.fr par exemple, et je souhaiterais mettre à disposition un environnement Azure AD pour un client. Ce que je peux faire, c'est même comme ça qu'il faut fonctionner, c'est que je vais créer un nouveau tenant. Je vais créer un nouvel Azure AD. Je crée un nouvel Azure AD qui va être pour mon client, contoso.com par exemple. Je crée ce nouveau tenant en tant que prestataire, puisque c'est moi qui crée le tenant, le compte qui va créer ce tenant deviendra automatiquement administrateur global de ce nouveau tenant. Ce nouveau tenant est créé et ce nouveau tenant, on va pouvoir y associer des abonnements et parce qu'on va y associer des abonnements, on aura des comptes qui seront dédiés à ce tenant et dans lequel on pourra créer et gérer des ressources Azure. Et d'ailleurs, donc je ne peux pas vous le montrer ici, mais pour ceux qui regarderont ou qui iront dans le portail, n'hésitez pas à aller créer une ressource et une ressource Azure Active Directory. Et vous allez voir, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Donc, vous créez une ressource Azure Active Directory, vous allez voir, ça va vous créer un nouvel Azure AD. Et une fois qu'il va être créé, Microsoft, le portail va vous proposer de basculer d'un environnement à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, comme ça qu'on gère finalement par rapport à des clients, c'est qu'on va leur créer des tenantes Azure AD. Chacun sera dans son environnement propre. On pourra imaginer un service lié au prestataire qui, lui, sera administrateur global dans chacun des tenantes. Et puis ensuite, eh bien, il suffira de créer des comptes utilisateurs, classiquement comme on les connaît, qui seront associés au nom de domaine, par exemple, justement du client, et dans lequel il pourra avoir son environnement, son abonnement, sa création de ressources. Et puis, bien sûr, comme il aura son abonnement qui sera lié à son tenant à lui, enfin, son ou ses abonnements, eh bien, en termes de facturation, vous aurez je dirais une séparation de facturation qui vous permettra, alors après à vous par exemple de récupérer les factures et de les réassocier et de les refacturer, mais l'idée c'est ça en fait, hein, dans une gestion dédiée, c'est je crée des tenantes et ensuite j'ajoute des abonnements pour chacun de ces tenantes que je désire administrer. Voilà, c'est une réponse un peu rapide, hein, j'en ai conscience, mais c'est une question intéressante et c'est vrai qu'on le voit, on voit bien, on redétaille ça parce que c'est des cas qui arrivent souvent. Une autre question d'Antoine Mick qui demande si tu as des exemples de gestion de données massives non structurées avec Azure en implémentant les technos SharePoint, Power Automate, Power BI par exemple, etc.
Ouais, alors tout se mêle. Alors gestion de données massives, alors des données, alors enfin il y a plein de choses. Il y a pas mal de services dans Azure, donc il y a ce qu'on appelle les data lakes. Il y a surtout les Cosmos DB aussi, qui est finalement une API derrière pour des bases NoSQL, etc. Donc finalement, on a justement ces environnements, et puis on a carrément non seulement des cours dédiés, mais vraiment des environnements dans lesquels dans Azure on a les donc de mémoire, c'est les cours DP, hein, Data Platform, donc les cours DP qui sont dédiés à tout ce qui est gestion des données dans Azure. Donc on a ça, donc ça va très loin hein, avec les Power BI, etc. Donc effectivement, ça peut. Alors avec du SharePoint, c'est un peu particulier parce que SharePoint, je suis pas très spécialiste, mais de mémoire, c'est du SQL derrière. Donc ce que je peux dire, c'est que oui, il y a de la gestion massive de données. Que l'on peut faire avec soit effectivement donc les notions de data lake, de Cosmos DB, voilà, de base de données, etc. Il y a des formations dédiées à ça. D'ailleurs, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc toutes les formations DP. Alors après Power Automate, Power Platform, c'est plutôt côté Office 365. Mais en même temps, pour donner un exemple, Power Automate, par exemple, qui est dans Office 365, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans Azure qui s'appelle les Logic Apps, Logic App. Donc, on voit bien que tout ça se mixe. Après, ceci dit, c'est vrai que là, dans les déploiements, on est de plus en plus sur une logique où on va pouvoir faire des choses au niveau Office 365, justement avec tout ce qui est Power Platform. Et puis, par contre, d'un autre côté, tout ce qui va être gestion dans Azure, voilà, qui va être plus, voilà, plus de l'industrialisation de gestion de données massives, quoi, finalement. Là, vraiment, j'encourage à s'intéresser aux cours de la famille DP. Et d'ailleurs, parenthèse, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi la famille AI pour tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Il y a tout ce qui est, il y a des cours d'IoT aussi. Bon, il y a aussi bien sûr la partie dev, hein, tous les cours AZ204, etc., DevOps. Il y a vraiment beaucoup de cours dans Azure sur toutes ces technologies-là. Eh bien, je pense avoir fait le tour des principales questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les adresser par email à inter@eni.fr. Qui s'affiche. Oui, merci de votre attention. Un grand merci à toi, Bertrand. Et puis, Merci, merci Marine. également à vous tous, participants, pour votre présence et votre attention. Le webinaire sera en replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube ENI Formation Édition. Vous recevrez le lien pour y accéder par email. Et puis, le gagnant du tirage au sort sera recontacté par email prochainement. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup.